Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver à nouveau ce dimanche pour le D12. Un dimanche politique à 12 h en direct et à 19 h en rediffusion. Les années 90 se trouvent-elles de nouvelles forces en 2017? La nouvelle crise politique au Togo va-t-elle connaître plusieurs répliques ou non, tel un volcan qui se réveille? Depuis le samedi 19 août dernier, le Togo refait à nouveau la une de plusieurs médias internationaux. Tikpi Achadam et son PNP ont été abondamment découverts par les opinions publiques togolaises et étrangères. Ils ont été connus parce qu'il y avait eu un samedi à Sokodé, à Kara, à Agné, à Bafilo et à Lomé. Ils ont été connus parce que des Togolais de la diaspora ont marché dans les rues de Berlin, de New York, où se sont rassemblés devant l'Union européenne. Telle une chaîne pour relier les marcheurs, un seul mot d'ordre, le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Ce mot d'ordre mobilise désormais une bonne partie de la classe politique togolaise, du PNP au CAP 2015, de CAP 2015 au G6 et au-delà. Les fidèles des réformes exhibent leur adhésion aux revendications en cours. Ces revendications ont fait naître une tension dans le pays. Il y a eu les 2 morts de Sokodé, les blessés de plusieurs villes du pays, les arrestations, puis tous les inconnus liés au mouvement de contestation. Ces contestations trouvent depuis le milieu de cette semaine un rempart, celui des cadres de UNIR. Les membres du parti au pouvoir s'opposent aux initiatives de l'opposition. Ils décident de protester, de protéger les institutions. Plus, ils décident de le faire dans les rues de Lomé. Plus encore, sur 3 jours. Les 3 jours de marche de UNI coïncident en partie avec les 2 jours de marche de l'opposition. Un report s'invitera-t-il au milieu des 2 annonces? Comment vont se dérouler ces 2 marches pacifiques dans une capitale qui renaît d'une journée de vendredi décrétée Togo mort? Vendredi, Lomé n'avait-il pas un autre visage? Une bonne partie de ses habitants n'étaient-ils pas entrés dans une sorte de coma dans la matinée? Et cette pluie qui viendra se mêler à cette journée de vendredi. L'intrusion de la pluie ne s'est pas faite sans les réseaux sociaux. Facebook et WhatsApp n'ont jamais été autant sollicités au Togo. Tout est dit, évoqué ou inventé sur la toile. Nos invités pour cette émission, Dr David Dosset des universités sociales du Togo, Maoulé Spero de Kassi Togo. Nous devrions avoir un 3e invité, Maître Jean Degli, qui s'est excusé au dernier instant. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 22 46 19 05. Le technicien du jour est Venceslas Boga Koudoyor. Chers invités, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierrot. Comment allez-vous? Bien, merci. Oui, ça va. Ça va? Oui. Pas trop inquiet? Par rapport au contexte sociopolitique, je crois que oui. Oui, en fait, justement, puisque c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est inquiet? Bon, moi, je crois que je l'ai exprimé à plusieurs reprises. Je suis extrêmement inquiet. Inquiet parce que quand on dit marche au Togo, ça réveille en moi les psychoses des années lointaines qui se sont déroulées au Togo. Et donc, j'avoue que quand qu'on dit l'opposition et UNIR qui doivent se rencontrer 2 jours pour faire marche, ça fait au moins 1 semaine que je n'arrive pas à dormir correctement parce que ça donne à réfléchir. Personnellement, comment vivez-vous les événements qui sont en train de secouer notre pays depuis le samedi 19 août dernier, docteur David Dosset? Oui, en tout cas, je rejoins totalement ce que Spero, je l'appelle Spero, Spero vient de dire. Effectivement, quand on suit les derniers événements sur ces dernières semaines, on est en droit de se poser des questions. Déjà, même avant la marche du 19, lorsque cette marche a été annoncée, nous avons vu un peu les réactions du gouvernement sur les antennes. Et là, déjà, c'était un gros sujet d'inquiétude, puisque les autorités gouvernementales, dans leurs interventions, à mon avis, n'ont pas eu la posture qu'il fallait. Il y a eu beaucoup de véhémence dans les propos, et cela n'est pas de nature à apaiser l'atmosphère. Ensuite, il y a eu la marche qui a été réprimée. Nous parlerons de tout ça dans un instant, mais vous êtes docteur et vous êtes enseignant à l'université de Lomé. Comment est-ce que votre corps réagit? Est-ce que vous êtes un peu frileux? Je sais que c'est le temps des grands palus, mais est-ce que vous êtes un peu malade? Parce que c'est clair que l'atmosphère n'est pas, en tout cas, comment dire,
pas gaie? N'est pas gaie, elle n'est pas de nature à rassurer. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude et comme vous l'avez dit, nous allons certainement développer cela tout à l'heure. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude. Oui, nous reviendrons donc sur le film de ces événements qui ont commencé depuis quelques jours. Mais regardons un peu le futur proche, puisque c'est ce futur proche-là qui nous interpelle. Comment est-ce que vous l'entrevoyez dès demain lundi? Je pense que demain lundi, il n'y a pas grand problème. J'imagine qu'on aura deux types d'activités. D'abord du côté des politiques qui probablement vont réunir leur état-major pour voir un peu comment les manifestations vont se dérouler. Et je vois de l'autre côté la population inquiète qui, parmi elle, va essayer de s'approvisionner parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner, s'approvisionner en nourriture, en eau, etc. Et puis d'autres qui vont essayer de se préparer pour ces manifestations. Mais dans tous les cas, je n'imagine pas les citoyens demain la tête véritablement au travail quotidien. Et ça, c'est des facteurs qui font que moi, personnellement, je n'ai jamais aimé cette situation dans laquelle nous vivons. Et si on peut empêcher tout cela par des mesures idoines, par des mesures responsables, je pense que ce serait l'idéal. Mais pour répondre simplement à la question, demain va être un peu fiévreux pour préparer après-demain. Aujourd'hui, c'est clair que les regards sont en train de se tourner vers les acteurs politiques, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition. À partir de demain lundi, quelles doivent être les attitudes? Je crois que la meilleure des choses, c'est de faire en sorte que l'apaisement puisse intervenir à tous les niveaux. Donc chacun des acteurs, qu'il soit un acteur social ou sociétal, qu'il soit un acteur politique, doit faire l'effort dans ses propos, dans son attitude, dans son comportement, de démontrer qu'il veut vraiment préserver la paix, qu'il veut vraiment préserver la cohésion nationale. Et s'il a des militants, qu'il puisse lancer un appel clair et solennel à l'endroit de ces militants pour exiger également une attitude totalement responsable de la part de ces militants. Il faut vraiment éviter de jeter de l'huile sur le feu parce que, comme on dit, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais comment ni quand ça se termine. Oui, tout le monde parle de la paix et quand on regarde notre pays, il y a un premier responsable politique qui est le chef de l'État. C'est vrai que depuis le début de cette crise, on n'a pas vraiment entendu quelle doit être son attitude à partir des prochaines heures. Alors, nous sommes de la société civile et si vous vous souvenez, le jeudi, la société civile a clairement exprimé sa position sur le sujet et la société civile a demandé expressément au chef de l'État de prendre ses responsabilités, de sortir de son silence et de s'adresser à la nation. S'adresser à la nation avec l'objectif d'apaiser les cœurs. Et aujourd'hui, je pense que de façon unanime, nous savons tous ce que au moins la nation demande, au minimum, c'est vraiment les réformes constitutionnelles et institutionnelles, la limitation des mandats, le scrutin à deux tours. Je pense que c'est au moins un sujet sur lequel il y a consensus, aussi bien pour les acteurs de l'opposition que pour les acteurs au pouvoir. En tout cas, c'est ce que nous avons vu avec le dernier atelier du HCO en juillet 2016, c'est ce que la CVJ a demandé, c'est ce que l'APG a également demandé. Il faut y aller. Nous avons suffisamment tourné en rond. Il faut régler définitivement le problème. Moi, je suis convaincu que si le chef de l'État prend ses responsabilités, qu'il décide de répondre enfin à cette sollicitation de la nation, vous allez voir que la situation va se décanter d'elle-même. Vous pensez la même chose? Oui, je pense que si on doit me dire ce que doit faire le chef de l'État, c'est tout simple. C'est que, par exemple, demain ou peut-être cette soirée, un discours à la nation, avec de toutes les façons, il a déjà dit qu'il est d'accord pour les réformes. Et je pense que le parti uni tout entier est d'accord pour les réformes. Mais lesquelles? Et donc, je pense qu'il doit pouvoir prendre la parole pour dire tout simplement, tout au moins, voilà, je suis d'accord pour les réformes, ça va se faire immédiatement ou après-demain. Donc, avec un calendrier très clair qui précise ce qu'on attend de ces réformes-là. En réalité, il y a l'Afrobaromètre qui a déjà dit que 85% des Togolais sont pour les réformes-là. Et quand nous parlons des réformes, c'est vrai qu'il y a les réformes institutionnelles, c'est vrai qu'il y a les réformes économiques, mais la base de tout ça, c'est les réformes constitutionnelles. Et les réformes constitutionnelles, elles ne sont pas nombreuses. Au moins, la CVJR a eu le mérite
de clarifier les choses en disant, au plus pressé, ce qu'il faut faire, c'est revenir à la limitation de mandat, de revenir au mode de scrutin à deux tours. Faisons ça d'abord. Et si le chef de l'État prend la parole pour dire ça et appelle tout le monde à se calmer, à avoir en tête l'intérêt supérieur de la nation, je ne suis pas sûr qu'un dirigeant de parti politique d'opposition, quel qu'il soit, oserait encore dire aux gens de manifester. Je pense qu'immédiatement les choses vont s'arrêter. Et si c'est le chef de l'État qui est en même temps le chef du parti au pouvoir qui le dit, je suppose que le parti au pouvoir aussi va cesser les manifestations. Moi, je le dis, je le redis, quand il y a marche, il y a une psychose qui embrasse toute la population togolaise. On aurait enlevé un poids énorme sur la conscience de tout le monde. Si le chef de l'État seul prend la parole aujourd'hui ou demain pour faire ce que nous sommes en train de dire là. Bon, maintenant, s'il ne le fait pas, ça voudrait dire qu'il a manqué à un rendez-vous important. Parce que dans tous les pays, dans la pratique démocratique, dans la pratique républicaine, ce que nous constatons, c'est que quand la nation semble en ébullition comme ça, il faut toujours le garant de la continuité, il faut le garant du pouvoir qui sorte pour s'exprimer. Ou alors que le porte-parole du gouvernement s'exprime en son nom, mais pour dire ce qu'on a besoin d'entendre, pour dire ce qu'il faut pour le pays, pour apaiser les gens et lancer le Togo toujours sur la voie du développement. Il faut dire que depuis 11 ans, puisque la PG a été signée il y a 11 ans, c'est la première fois qu'on assiste à autant de manifestations demandant la mise en œuvre de ces réformes. Mais le chef de l'État a eu quand même des attitudes durant toute cette période. Et on peut se rappeler que les réformes devraient se faire à l'Assemblée nationale et puis après l'appel fait aux intellectuels. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, est-ce qu'il est, il est au dos mûr, comme on dit? Dos mûr, je ne sais pas. Spero a parlé de rendez-vous manqué. Moi, je dirais que ce serait une faute vraiment historique si jamais on n'entend pas le chef de l'État se prononcer en l'état actuel. Vous avez évoqué des attitudes, c'est-à-dire qu'il a fait appel aux intellectuels. Est-ce que vous faites référence à la commission qui est en train de sillonner le pays? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a eu suffisamment de dialogue autour de la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et aujourd'hui, Spero l'a dit, nous savons au moins ce que les Togolais attendent. Et cela a été clairement dit de façon totalement explicite par la CVJR. La CVJR a recommandé la limitation des mandats et le scrutin à deux tours. C'est un minimum. On ne demande pas de réfléchir sur les autres aspects de la question. Mais au moins, je vous assure que si le chef de l'État prend ses responsabilités, et avant le déclenchement des différentes marches, si le chef de l'État prend ses responsabilités face à l'histoire de notre nation et décide, au moins sur ce qui est accepté par tous, de dire aux Togolais que désormais le pouvoir, en tout cas le mandat, sera limité et que le scrutin se fera à deux tours, je vous assure que c'est la meilleure manière pour apaiser les cœurs des citoyens. Faisons un peu de fiction. Le chef de l'État qui annonce ce que vous venez de dire là, comment est-ce que ça va être traduit dans les faits? Puisque quelque part, certains évoquent la position de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que ça va être matérialisé? C'est un problème politique et la solution est politique. Si le chef de l'État, qui est le chef du parti au pouvoir, avec la majorité des députés à l'Assemblée, décide réellement que c'est ce qui va être fait, moi je suis convaincu que ça va être fait. Je suis convaincu que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont de unir, suivront le chef de l'État dans son appel. Et ceux de l'opposition, c'est ce qu'ils attendent. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'ils s'opposent à cette décision. Oui. Donc un appel, je pense, quand nous disons un appel, ce n'est pas un appel de façade. Il faut que ça soit un appel qui vient du cœur, un appel vrai. Et que ça démontre la volonté du chef de l'État de faire progresser le pays. Dans la pratique, s'il fait ce discours-là, ça suppose qu'il doit donner des instructions à son parti pour que le test qui avait été envoyé entre-temps par le gouvernement de M. Aoumé Zounou, que ce test-là, par exemple, revienne, ou alors qu'on se planche sur la proposition de loi de la NCAD pour pouvoir trancher. Et je pense que ce serait beaucoup plus favorable. Au demeurant, je pense que si ça se fait comme ça, ce qui peut encore arriver, c'est qu'on ouvre encore un canal de dialogue, qui ne soit pas un dialogue de plus, qui soit une véritable rencontre entre les acteurs
pour trouver ce qui fait véritablement le problème. Et sans langue de bois, tout le monde sait ce qui pose véritablement problème, tout le monde feint de l'ignorer, et puis on tourne en rond depuis plusieurs années. Qu'ils aient le courage des deux côtés de s'asseoir et de plancher sur ce problème-là, et de trouver une porte de sortie, et qu'on puisse faire le retour sur ces éléments-là de la Constitution de 1992, et qu'on puisse avancer. Et il est évident que ce n'est pas le chef de l'État qui va, par voie de décret ou par voie d'ordonnance, avec le gouvernement, changer. Donc il faut passer par l'Assemblée. Mais il a la majorité derrière lui. Donc il peut le faire très facilement s'il est convaincu de la chose et si l'opposition lui donne suffisamment de garanties pour que les choses aillent correctement. Il a dit quelque chose qui est important. Il parle de garantie, il parle de dialogue. Est-ce qu'il va falloir assister à nouveau à un rassemblement des acteurs, que ce soit de l'opposition et du pouvoir, réunis dans une salle du Togo avec un médiateur national ou de l'extérieur? Comment est-ce que vous envisagez ce qui est en train d'être imaginé, puisque nous sommes carrément dans la fiction? Alors personnellement, se retrouver encore dans une salle entre acteurs politiques pour un dialogue, j'avoue que je suis assez dubitatif. Je pense qu'aujourd'hui les Togolais se sont entendus sur quelque chose. Le minimum, c'est vraiment le scrutin à 2 tours et la limitation des mandats. Il faut mettre en place peut-être une espèce de commission technique qui s'entende sur cet aspect. Spiro a évoqué le projet de loi ANC. Il a également évoqué le projet de loi qui avait été introduit par le gouvernement de M. Aoumezoum. Je pense que ce sont 2 textes, en tout cas qui peuvent, je ne suis pas juriste, mais qui peuvent constituer des éléments de départ et vraiment sur le plan technique, essayer de s'accorder sur un texte qui puisse permettre de faire de la limitation des mandats et du scrutin à 2 tours quelque chose de définitif au Togo. Et ensuite, c'est sûr qu'il y a d'autres aspects qu'il va falloir discuter. Ces différents aspects pourront faire l'objet de négociations, de discussions, etc. etc. Mais à l'heure actuelle, vu l'urgence, Spiro a dit qu'il faut aller de l'avant. Il faut avancer parce que ça fait des années que nous tournons en rond. Vous savez, le Togo a d'autres problèmes. Si nous voulons nous développer aujourd'hui, il n'y a pas que le scrutin à 2 tours, il n'y a pas que la limitation des mandats. Nous avons d'autres problèmes. Moi, je suis de la santé et je sais ce qui se passe dans ce milieu. Le système de santé est à terre. Je suis également du système éducatif. Il y a beaucoup de choses à faire. Si nous ne réglons pas définitivement le problème du scrutin à 2 tours, de la Constitution de 92 et de la limitation des mandats, nous allons passer notre temps à être focalisés sur cela et nous ne parlerons jamais de développement, nous ne parlerons jamais des autres enjeux nationaux. En principe, la nouvelle semaine qui va s'ouvrir doit être faite de 5 manifestations au total, et 3 marches du parti au pouvoir et puis 2 marches de l'opposition PNP, les CAP 2015 et groupe D6, mais il y a des rumeurs depuis quelques heures sur un possible report de la manifestation de l'opposition. Est-ce que vous avez également eu écho de ces rumeurs, de ces écrits qui circulent sur la toile notamment? Oui, vous savez, aujourd'hui au Togo, les réseaux sociaux font sortir des informations aussi vraies qu'aussi fausses. Et dans le même temps que moi j'ai lu sur WhatsApp, comme la plupart des Togolais, que cette marche de l'opposition, ces marches, les 2 jours, sont reportées. Au même moment, j'ai cru lire un autre message avec le nom d'Éric Dupuis de l'ANC qui disait que tous nos communiqués doivent être signés par les représentants des 3 groupes. Et donc, or, le message qui passait pour dire que c'est reporté ne porte aucune signature. Donc, en l'état, ça veut dire que personne, de façon officielle, n'a parlé de report. Et donc, je suis par formation assez réservé pour croire en ces choses-là. Donc, je commence par dire, naturellement, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est peut-être un espoir que les gens veulent se créer. C'est peut-être un début de vérité, je ne sais pas. Nous attendons, en tout cas, pour ma part, j'attends une confirmation des gens qui ont demandé les marches pour dire qu'il n'y a plus marche, pour être sûr que ça n'existe plus. Docteur, vous avez également eu écho de ces
ce possible report, ou bien de ce report qui a été acté par les réseaux sociaux? Tout à fait, nous l'avons tous appris. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que si les responsables de l'opposition sont convaincus que les deux marches simultanées pourraient déboucher sur des violences, je leur demanderais simplement de reporter la leur. Ce serait faire preuve de suffisamment de responsabilité et de volonté de maintenir une cohésion nationale. Donc je répète, si les responsables du CAP, du PNP, du G6 sont convaincus qu'il y a un risque de clash les mercredis et les jeudis, puisque les deux groupes se retrouveront ensemble dans les rues de Lomé, je leur demande simplement de reporter la marche de l'opposition. Ce serait faire preuve de courage et de conscience. Votre demande, on verra si les acteurs de l'opposition réagiront, mais ils ont été les premiers quand même à annoncer leur manifestation. Oui, mais bon, vous savez, lorsqu'on lutte avec des objectifs pour la nation, reculer ne signifie pas perdre la face. On peut reculer pour la nation, et ça, je crois que c'est une preuve de courage. Donc pour le professeur, c'est une bonne chose que éventuellement de reporter la marche de mercredi et de jeudi. Est-ce que vous partagez le même avis, Maoul Lespero? Je vais serrer les choses. Pour ma part, d'abord, il faut que l'information soit vraie. Bon, maintenant, la deuxième chose, si c'est, est-ce qu'on me demande, est-ce que ce serait bien que l'opposition reporte? Je dirais simplement, en sachant un peu comment d'habitude les marches au Togo finissent, s'ils ont cette certitude que les itinéraires vont se croiser ou qu'il y a possibilité que les deux groupes puissent se joindre quelque part, la voie de la sagesse, la voie de la responsabilité, le courage politique voudrait que l'une des deux formations puisse dire à son groupe ne faites pas la marche ou faisons autre chose. Et c'est pour ça que la dernière fois, pour la marche du samedi 19, on aurait appris que UNIR allait faire également une marche. Et puis après, on a dit on reporte. Moi, j'ai salué si c'était vrai qu'il devait y avoir marche et on a reporté. Parce qu'au moins, ça a préservé la paix. Si, en réalité, ça se confirme que l'opposition reporte les marches dans le souci qu'il n'y ait pas affrontement entre les deux groupes de marcheurs, ou alors pour une autre raison, mais qui montre qu'il y a eu un courage politique, je crois qu'il faut leur tirer chapeau bas. Ça voudrait dire qu'ils sont sages, ils ont pris la mesure de la chose, et ils ont probablement à trouver une autre stratégie, d'autres dates, ou alors à sursoir carrément. Tout ce qu'il faut, mais l'essentiel c'est qu'on ne vienne pas à la violence. D'un côté comme de l'autre, on a senti dans vos propos que vous redoutiez des débordements, mais au départ, toutes ces marches sont annoncées comme étant pacifiques. Finalement, on ne comprend pas pourquoi, quand on annonce l'organisation d'une marche, les Togolais craignent des débordements. Les Togolais sont devenus violents, assez violents à ce point. Je pense que la plupart des manifestations ont toujours été annoncées pacifiques. Et pour ma part, la première chose, c'est comment les autorités ont managé la marche. Il est devenu une habitude un peu compliquée au Togo. Dès que vous voulez fermer une marche, on vous dirige vers la plage et ça s'arrête là. Et je pense que ce n'est pas très respectueux de la liberté de manifestation. Parce que quand on fait une marche, il y a un objectif. L'objectif, c'est peut-être d'aller devant une institution, c'est d'aller devant quelqu'un pour présenter ses doléances. Bon, maintenant, si on vous dirige vers la plage, je pense que ça pose toujours problème. Et ces frustrations engendrées, ce refus de suivre l'itinéraire que l'autorité donne, c'est ça qui amène souvent la violence. Deuxième chose que j'ai eu à voir, c'est que la dernière fois, j'ai eu l'impression qu'avec les sorties médiatiques des ministres, et je ne vais pas dire l'entêtement, le fait que le PNP ait maintenu sa volonté de respecter son itinéraire, je pense que c'est ça qui a également amené le clash. Il y a eu des manifestations publiques qui se sont déroulées, des marches qui ont eu lieu à plusieurs reprises au Togo qui n'ont pas donné de clash. Je fais allusion à des marches de l'ANC,
qui ont suivi des itinéraires pour aller se retrouver à Konyadi ou à la plage et parler là-bas et puis partir. Donc ce n'est pas forcément la marche qui pose problème, c'est comment on gère ou on essaie d'empêcher les marches qui font que ces marches pacifiques-là créent pour nous une certaine psychose. Et enfin, la dernière chose, quoi que l'on dise quand on fait marche, même si c'est pour 30 secondes ou pour 1 heure de temps ou pour 40 minutes, il y a quand même le fait que on est obligé de sursoir un tout petit peu à son activité et ce n'est pas tout le monde qui est pour la marche et c'est pour ça que nous disons que les marches dérangent la tranquillité de la population. Alors oui, tout à fait. Les marches sont toujours annoncées pacifiques et souvent c'est le contexte qui fait que il arrive qu'il y ait de la violence autour. Si nous prenons le cas du samedi 19, je crois que c'était également annoncé comme étant une marche pacifique dans plusieurs villes du pays. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et il y a des Togolais aujourd'hui qui sont en prison. Je suis d'accord que dans la gestion des mouvements de l'opposition, il peut arriver que les autorités gouvernementales fassent preuve de, je ne dirais pas de manque de professionnalisme, mais je ne sais pas quel est le terme approprié. Parce que quand on voit vraiment, quand on analyse ce qui s'est passé le samedi, déjà avant le samedi, il y a eu, comme je l'avais dit tantôt, des propos qui étaient à mon avis totalement déplacés, totalement discourtois, et qui ont jeté de l'huile sur le feu. Je parle des propos des autorités ministérielles qui étaient venues sur les médias. Ensuite, quand on regarde également les vidéos qui ont circulé, on avait l'impression que dès le regroupement des militants du PNP, il y a eu la répression qui a commencé. On ne leur a même pas laissé le temps d'amorcer l'itinéraire proposé peut-être par le gouvernement ou l'itinéraire proposé par le PNP. Dès que le regroupement a été amorcé, la répression a commencé. Aujourd'hui, cela avait été dit qu'on ne leur laisserait pas le temps de se regrouper, surtout pourquoi, au niveau d'Agoué sur le pont. Pourquoi, M. Atchobé? Moi, j'ai participé à des marches de l'opposition, CAP 2015, ANC, bien encadrées par les forces de l'ordre, des gens totalement professionnels, et je vous assure que ça s'est passé de façon impeccable. Il suffit que ceux qui veulent manifester aient la possibilité de le faire, qu'on leur laisse, comme Spero l'a dit, la possibilité de marcher suivant un itinéraire bien précis, de ne pas les canaliser, comme cela est fait souvent malheureusement dans notre pays, et au terme de la marche, les gens rentrent chez eux. Ils voulaient manifester quelque chose, faire part d'un sentiment de mécontentement, il suffit de bien les encadrer et une fois la marche terminée, tout le monde se retire. Est-ce que c'est pas gênant quelque part quand une marche devrait chuter à GTA par exemple? Gênant dans quel sens? Dans le sens d'obstruer la circulation. Alors, le pouvoir dit que quelque part GTA se trouve à quelques encablures de la présidence de la République. Alors, moi j'ai participé à des marches qui ont débouché sur la plage, des marches qui sont passées par le Grand Marché, des marches qui sont passées par des marches qui sont passées par le GTA pour aller c'est celle de la présidence jusqu'à Agoué. Alors la dernière marche, l'avant-dernière marche, lorsqu'il y a eu des mouvements liés à l'augmentation des prix du carburant avec décès de Togolais, il y a eu une marche de l'opposition. Est-ce que cette marche n'a pas emprunté ce parcours d'Agoué? Est-ce que cette marche n'a pas emprunté le parcours du GTA? Mais n'a pas eu comme point de chute le grand carrefour de GTA. Et le point de départ, c'était où? Même si le point de départ, c'était dans la même zone. C'était pas, pas le même mouvement qui organisait cette manifestation. Si je peux me permettre, parce que tout à l'heure, Pierrot, si tu permets, disait que la marche devait aboutir à pas loin de la présidence. Il y a des marches devant la Maison Blanche. Il y a des manifestations devant la Maison Blanche. Il y a des manifestations devant les grandes chancelleries. Partout, on peut faire une manifestation. C'est pas moi qui le dis. Moi, je rapporte la position. Oui, ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, GTA n'est pas devant la présidence. Par question sécuritaire, on peut interdire d'aller faire une manifestation devant la présidence. Je ne suis pas contre. Mais à défaut de dire, vous ne suivrez pas l'itinéraire, pourquoi, par exemple, on ne peut pas dire aux manifestants, vous allez le faire, mais vous ne prenez pas la totalité de la voie. Et on vous montre, on met les agents de sécurité pour guider un peu. Les chrétiens catholiques, par exemple, font
les chemins de croix, où on fait en sorte que la voie reste quand même praticable pour une partie de gens qui circulent en véhicule, donc de sorte que ce n'est même pas pour très longtemps. Donc canaliser de façon à ce que la nationale 1, comme on a voulu la protéger, ne soit pas bloquée pour longtemps et entièrement, et puis ça pourrait passer. GTA est relativement vaste. Il suffit simplement de leur dire, vous allez rester de tel côté de la voie, et de façon à ne pas... Et si les organisateurs sont consciencieux de ce qu'ils sont en train de faire, ils vont respecter. Maintenant, s'ils n'ont pas respecté et qu'ils ont débordé, mais la justice est là. Le gouvernement aussi a la possibilité de saisir la justice pour dire, voilà, vous avez fait et ça n'a pas été respectueux. Et donc, le juge pourra se prononcer. Est-ce que c'est par mesure d'anticipation que le pouvoir n'a pas voulu? Il ne faut pas faire des préjugés en matière de gestion. C'est vrai que prévoir, c'est gouverner. Mais on ne peut pas dire forcément que si la marche est canalisée, si les gens n'ont pas eu de pression, il n'y a pas eu de surenchère médiatique, comme je l'ai appelé il y a un moment, je pense que les gens auraient respecté ce trajet. Je vais ajouter quelque chose. Vous savez, je crois qu'il faut se remémorer ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, à chaque fois qu'il y avait une marche de l'opposition. Moi, j'ai participé à plusieurs marches et j'ai vu les forces de l'ordre encadrer de façon parfaite ces marches. Même lorsque vous aviez des centaines de milliers d'individus dans les rues, on s'arrangeait toujours pour que des axes soient libérés pour permettre aux véhicules de circuler. Et je reprends encore le même tronçon à Goué, GTA. Il a été emprunté par des citoyens qui ont voulu protester contre l'augmentation des prix du carburant, contre le fait qu'un Togolais soit mort, tué par une balle. Et c'était sur la nationale numéro 1. Et j'ai vu ensuite des véhicules circuler, puisque les forces de l'ordre avaient su canaliser cette marche et permettre aux citoyens de marcher et permettre également aux véhicules de circuler sur cette nationale numéro 1. Donc nous avons des gens suffisamment formés, assez professionnels pour encadrer les marches lorsqu'on décide de permettre aux citoyens de s'exprimer. Est-ce que finalement vous comprenez la position du pouvoir qui est dans une réaction systématique quand il s'agit de manifester devant un édifice public, devant une institution? Il a parlé de la présidence de la République. On a connu par le passé également des manifestations interdites devant des ministères. Est-ce que vous comprenez la position de l'autorité? Non, moi j'avoue que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'on craint. Il faut surtout éviter la politique de deux poids, deux mesures. Il y a quelques semaines, des Togolais, des citoyens togolais ont emprunté un tronçon. Quelques semaines après, on interdit à d'autres citoyens d'emprunter le même tronçon. Donc cela veut dire qu'il y a des préjugés. Est-ce qu'on estime qu'il y a une catégorie de citoyens beaucoup plus violente qu'une autre catégorie? C'est une question que je me pose. Alors, je répète que nous, Togolais, nous sommes suffisamment conscients, je crois, et responsables. Lorsque nous avons la possibilité de manifester pacifiquement pour exprimer une position, pour exprimer un sentiment, il suffit juste que l'autorité fasse en sorte de canaliser les choses et les choses se passent généralement bien. Mais lorsque on met en avant la répression, lorsque on met en avant des discours de menaces, là je vous assure, c'est une manière de mettre de l'huile sur le feu et c'est ça qui explique les débordements, les dérapages que nous avons vus. Est-ce que de façon légale le pouvoir n'est pas dans son droit? Deux choses. La première chose, je me rappelle que le CACIT voulait faire un sitting. Le sitting, par définition, c'est la manifestation la plus non violente qui puisse exister devant le ministère de la Justice pour porter des problèmes de justice devant le ministre de la Justice. Et l'autorité nous a dit d'aller à la plage. J'ai été tellement scandalisé que j'ai demandé si c'est les poissons qui vont écouter nos messages que nous avons apportés. Et c'est pour dire que manifester devant un édifice public doit avoir un sens pour l'organisateur. Et donc, il faut que l'autorité administrative comprenne ce sens avant de refuser systématiquement que la personne n'aille là-bas. Deuxième chose, est-ce que l'autorité est dans la légalité? Je pense que la loi sur la manifestation publique a une faille qu'au niveau du CACIT, nous avons relevé depuis longtemps. C'est que quand on permet, par exemple, à l'organisateur de faire un recours devant l'autorité administrative, le temps qui existe pour faire cette action en référé, ce temps n'est pas suffisant. Le juge de la Cour suprême ne peut pas se réunir et prendre une position
dans le délai qui est réservé dans les textes en l'état actuel de l'organisation de la justice togolaise. Donc, il est important qu'on corrige cela pour permettre aux organisateurs, quand on leur interdit de faire ça, de faire un recours et que la justice puisse se prononcer dans les délais prévus par la loi de la manifestation. Et vous verrez en ce moment-là que certaines décisions de l'autorité administrative seront rejetées parce que n'étant pas conformes à la légalité. Et malheureusement, on n'a pas ce recours. C'est pour ça que l'autorité administrative, de façon abusive, je précise le terme, de façon abusive, rejette les manifestations ou détourne les itinéraires. C'est une mauvaise interprétation, c'est un abus de l'interprétation de cette loi-là. Par nature, ou bien par définition, la société civile est non partisane, n'est-ce pas? Non partisane, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est pourquoi nous vous avons convié à cette émission, puisque le Togo vit une situation de crise aiguë. Que faites-vous, docteur Dossé David, dans cette situation où le Togo se divise entre partisans du pouvoir et partisans de l'opposition? Il est important de maintenir la cohésion nationale. Nous faisons partie de la société civile. Je veux parler des universités sociales du Togo. Et la société civile, donc, inquiète du développement actuel de la situation sociopolitique, s'est donc réunie. Et jeudi dernier, la société civile a sorti un communiqué dans lequel il y a un appel solennel à l'endroit de tous les acteurs pour la préservation de la paix. Et cela passe d'abord par une analyse que nous avons faite et qui démontre que actuellement tout est cristallisé autour du problème des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ensuite, la société civile a demandé au chef de l'État de prendre ses responsabilités afin d'apporter une solution définitive à ce problème qui n'a que trop duré. Et enfin, la société civile est revenue sur la question de la paix et à l'endroit de chaque acteur sociopolitique a exprimé des recommandations à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des responsables des partis politiques, à l'endroit de la société civile elle-même, à l'endroit de la population. Bien, merci. Et vous partagez les mêmes préoccupations? Oui, mais je voudrais rectifier peut-être, pas rectifier, remettre dans le vrai une phrase que vous venez de faire quand vous dites que la société civile est apolitique. Je n'ai pas dit apolitique, non partisane. Non partisane, voilà, je voudrais corriger. Elle est non partisane, mais elle n'est pas apolitique. Parce que malheureusement... C'est pas ce que j'ai dit. Oui, absolument. Je veux corriger ça dans la mentalité des gens. Parce que pour la plupart des gens, quand nous prenons, nous prenons des actes, quand nous disons un certain nombre de choses, on vous dit vous faites de la politique alors que vous êtes de la société civile. À la société civile, on a le droit d'avoir des opinions politiques, de manifester politiquement, mais on ne peut pas être partisan. On n'a pas la conquête du pouvoir en vue. Nous, c'est faire en sorte que la vie sociale, la vie sociétale puisse se dérouler normalement. Et au-delà de ce que nous avons fait et qui est public tout à l'heure avec ce que disait David, notamment la conférence de presse et le communiqué, au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que nous faisons de façon non officielle. Des choses qui ne se disent pas, les rencontres avec les leaders d'opinion, les rencontres avec les chefs des partis politiques, où nous essayons de leur dire, de mettre au milieu de toutes leurs réflexions, au milieu de toutes leurs activités, l'intérêt supérieur de la nation, la paix, la non-violence, etc. Tout l'idéal démocratique que nous faisons, et ça on ne le dit pas fort. Au-delà de ça, il y a tout ce que nous écrivons pour appeler les gens à la conscience et au respect de la chose publique. Et enfin, il y a tout ce que nous espérons et que nous demandons de façon officielle par courrier et que nous espérons que les gens nous écoutent et essaieront de faire. Même en acceptant de venir aujourd'hui discuter, parler de cette chose-là, je pense que nous sommes toujours dans notre rôle de la société civile, d'éveil de la population, d'éveil des autorités, de monitoring, de plaidoyer pour que les gens comprennent que personne n'a intérêt à ce que les choses s'embrasent dans notre pays. Parce que quand ça commence, on voit que ça a commencé, mais personne ne peut dire avec exactitude quand ça va s'arrêter. Et surtout, quelle sera la proportion des dégâts que cela va engendrer. Le vivre ensemble doit être préservé par la société civile, mais nous demandons aux politiques de respecter notre désir, de faire respecter ce vivre ensemble-là.
Pour la société civile, il y a sans doute dans le monde des standards. Mais au Togo, il s'est développé quand même quelque chose d'assez particulier, peut-être pour notre pays, depuis le début du processus démocratique. La société civile, quand vous l'évoquez, est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce que demain, il n'y a pas une autre société civile qui viendrait à démentir vos prises de position? En matière de paix, en matière de préservation de paix, je crois que Spero a été suffisamment clair là-dessus. La société civile, quel que soit l'endroit où on se trouve, a pour objectif de maintenir cette cohésion sociale, cette cohésion nationale. Sinon, on ne peut plus parler de société civile. Alors, c'est vrai que généralement dans notre pays, les gens se posent la question si la société civile peut intervenir sur des questions d'ordre politique. Et là également, il n'y a pas de cloisonnement définitif entre des sujets auxquels la société civile peut avoir accès et des sujets qui lui sont interdits. La société civile doit s'efforcer d'être non partisane. Ça, c'est une chose. Mais nous avons également le droit d'intervenir sur toutes les questions d'enjeu national, qu'il s'agisse de questions politiques, économiques ou sociales. Et nous devons être en mesure d'informer la population, d'éclairer la population, de faire en sorte que les consciences puissent être suffisamment en éveil pour voir et analyser ce qui se passe. Et à partir de là, nous sommes en mesure de conduire les citoyens, la population, vers la vérité et vers tout élément qui peut conduire à préserver la paix, préserver la cohésion. Donc, si nous prenons le cas de la société civile togolaise, nous, tout ce que nous demandons, c'est, messieurs les acteurs politiques, messieurs les acteurs, messieurs ou mesdames les acteurs sociopolitiques, faites en sorte que le tissu national soit préservé. Alors, si vous me dites que demain, une autre société civile viendra dire le contraire, on verra bien. Non, mais en fait, ma question, sans doute que vous l'avez compris et que vous n'avez pas voulu répondre. Et le processus politique togolais a suffisamment montré qu'au Togo, il y a ceux qui se sont présentés comme étant des acteurs de la société civile qui ont été étiquetés comme étant proches du pouvoir et d'autres étiquetés comme étant proches de l'opposition. Ils ont même signé la PG et au nom de la société civile proche du pouvoir et au nom de la société civile proche de l'opposition. Je pense qu'il ne faut pas pérenniser dans l'erreur. Il faut pérenniser dans le bien. C'est vrai que la société civile, comme le disait David, est une. Elle peut avoir plusieurs thématiques. Et ça, ce n'est pas un problème. Mais la question que vous voulez poser, c'est est-ce qu'il y a une société civile du pouvoir et s'il y a une société civile de l'opposition? Moi, je défie quiconque qui pourrait démontrer que moi, je suis société civile de tel bord ou de tel bord. Moi, je n'en ai pas. Et quand le parti au pouvoir fait des choses qui sont bien, moi, je le crie. Ça, c'est bon. Félicitations. Quand le parti politique, le parti au pouvoir fait quelque chose qui n'est pas bon, je crie. Ça, c'est mauvais. Mon rôle, c'est un rôle d'éveil. C'est un rôle de plaidoyer. Donc, je ne peux pas avoir un parti pris. Bon, maintenant, il est vrai, et ça, on ne cache pas, que des gens utilisent la casquette de société civile pour faire passer des messages des partis politiques, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, mais qui ne soient pas sans coloration partisane. Et ça, on condamne. Et dès lors que, par exemple, un mouvement commence par dire « moi, je suis pour tel parti », je pense qu'il n'est plus dans la société civile, ça devient une filiale d'un parti politique. Et dans ce cas, il n'y a pas à parler de société civile. Bon, maintenant, il est vrai que notre population a tellement eu à souffrir d'un certain nombre de déboires en termes de politique qu'elle attend un certain nombre de choses. Aujourd'hui, en tant que citoyen, je sais que j'ai besoin des réformes. Et quand je dis en tant que membre de la société civile qu'on doit faire les réformes constitutionnelles, je sais que ceux qui ne veulent pas vont dire je suis du côté de l'opposition. Je ne suis pas du côté de l'opposition, je suis du côté de la population. Et c'est ça le rôle de la société civile. Oui, monsieur Pierre, je voudrais ajouter une chose. Vous savez, on est aujourd'hui en situation de débat. Il ne s'agit pas de venir sur les antennes et d'affirmer qu'on est pour ou contre ce que fait le pouvoir ou pour ou contre ce que fait l'opposition. Il faut avancer quelque chose et pouvoir l'argumenter. Aujourd'hui, quand nous disons que tout le débat national se cristallise ou se sclérose autour de la question des réformes, il suffit de voir ce qui a été écrit par la CVJR en termes de recommandations. Récemment, ce que la lettre de l'église méthodiste, je crois, oui, a également sorti. Toutes les prises d'opposition de personnalités suffisamment neutres. Je veux parler du clergé, je veux parler de l'église protestante, je veux parler de la CVJR. Donc toutes ces positions ont affirmé la nécessité pour ce peuple
d'aller enfin et définitivement vers les réformes. Ce n'est pas Spiro qui le dit, ce n'est pas David qui le dit. Nous sommes avec deux invités dans ce D12 spécial consacré à la société civile, Dr David Doucet des Universités sociales du Togo et Maoul Espero de Cassit, Togo. À partir de cet instant, nous avons la possibilité d'avoir les questions des auditeurs sur nos deux numéros 96 50 34 37 et 22 46 19 05. On me signale un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à notre invité, c'est Bozambo de Pinsafo. Oui, bonjour. Ok. Il me semble que vous êtes une société civile. Il me semble que la société civile, ça fait la paix dans le pays. Nous, tous les Togolais, nous prions à vous d'aller voir le chef de l'État, de s'organiser. Tous les sociétés civiles qui savent que le Togo est parti en train d'aller au danger, d'aller voir le chef de l'État pour qu'il parle au peuple togolais et que tous les matchs qui sont en train d'organiser, que ça arrête et on va dire bon Dieu et merci à Dieu. Merci. Oui, est-ce que vous avez la possibilité d'aller voir le chef de l'État? Oui, je pense qu'en tant que citoyen, tous les citoyens ont la possibilité de voir le chef de l'État. Maintenant, le chef de l'État, ce n'est pas comme dans ma famille où je me lève, je vais chez toi. Il y a toute une formalité administrative à remplir. C'est vrai que nous devons les remplir et puis essayer de le voir. Mais on ne va pas voir le chef de l'État pour des questions, je veux dire, normalement que lui-même il sait qu'il doit répondre. C'est quand il ne répond pas qu'on donne à le faire. Bon, je suppose qu'il a suggéré quelque chose. On va essayer de voir dans la mesure du possible. S'il accepte de nous recevoir, nous irons. S'il n'accepte pas, bon, on aurait essayé quand même. La suggestion de Bozambo, ça fait 11 ans qu'on connaît. Est-ce que la société civile peut s'organiser, demander une audience, par exemple? J'avoue que je n'y avais pas pensé, mais ça reste quand même une belle proposition. Et comme Spiro l'a dit, en tant que citoyen, nous avons totalement le droit de demander à rencontrer notre chef de l'État. Et on peut l'envisager, on peut réfléchir rapidement là-dessus et voir effectivement s'il est possible d'avoir accès rapidement donc, à la personnalité du chef de l'État. Je suis certain que d'autres personnalités l'ont déjà rencontré à ce sujet. Je suis certain que Monseigneur Barriga, en allant remettre les recommandations de la CVJR, est revenu sur le sujet. Mais rien n'empêche à ce que la société civile, vu ce qui se passe actuellement, rien n'empêche à ce que donc nous allions le rencontrer pour lui demander expressément de prendre ses responsabilités en tant que chef d'État pour qu'une solution rapide soit trouvée. Voilà, le deuxième auditeur, bonjour. Alors, bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est la papa de l'État qui veut. Oui, allez-y. Bon, je salue nos invités. Et tout d'abord, ma question, ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Si jusqu'à nuit, on a pu changer certaines choses pour que le chef d'État n'arrive au... Pourquoi il ne veut pas déplacer la situation dans laquelle nous vivons pour avoir la paix comme tout le monde le souhaite? Merci. J'espère que vous êtes de la société civile. Je vous en prie. Vous l'avez écouté, réaction? Docteur, je commence par vous. Oui, effectivement, il fait allusion à ce qui s'est passé en 2005, où il y a eu plusieurs changements de dispositions constitutionnelles qui ont permis au chef de l'État qui était ministre de devenir chef de l'État. Je ne vais pas revenir sur les détails. Et cela s'est fait en quelques heures. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de faire de même pour que très rapidement on puisse trouver une solution au problème des réformes institutionnelles et constitutionnelles? Je crois que c'est une question que beaucoup se posent. Cet auditeur n'est pas le premier ni le seul à avoir posé cette question. Nous en avons déjà discuté avec d'autres personnes. Moi, je ne suis pas juriste, mais quand on voit l'histoire de notre pays, effectivement, il y a eu des situations d'urgence pour lesquelles des dispositions constitutionnelles ont été changées très rapidement. Je pense que nous sommes aujourd'hui en situation d'urgence et on devrait réfléchir pour le bien de la nation, dans l'intérêt de tous, réfléchir pour voir comment est-ce que très rapidement on peut aller en besogne. Oui, je crois que ce que je vais répondre, c'est que ce qui s'est fait en 2005 était complètement illégal. Ça ne peut pas se faire. Le minimum pour faire un test, c'est 8 jours.
Et donc ce qui a été fait là, on nous l'a enseigné à l'université, ce n'est pas possible. Cependant, il y a toujours la possibilité d'aller très vite, mais qui nous donne quand même du temps, 8 jours au moins. Bon, mais c'est une question de volonté. Et ce que nous demandons là, à revenir sur les éléments de la Constitution, ça ne date pas de 1 semaine, ça fait plus de 11 ans que ça a été dit. Et donc c'est une question de volonté. Si ça doit se faire, ça doit se faire très rapidement. Bon, maintenant, ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut se rappeler également que ce n'est pas... le problème n'est pas seulement en 2005. Il y a eu... on a déjà touché à la Constitution en 2002 également. Et c'est surtout ce qu'on a touché en 2002 qui est le nœud du problème aujourd'hui. La limitation du mandat et le retour à le mode de scrutin, ça ce n'est pas en 2005 que ça a été fait. Mais c'est vrai que ce que l'auditeur veut, c'est qu'on puisse aller vite. Et je pense que c'est une question de volonté politique. On peut le faire, mais ça ne va pas être en une journée, ça peut se faire sur 8 jours. Troisième auditeur, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? C'est Anselme à la Panne. Oui, votre question. Oui, je m'en vais dire que, et vous savez, seul le chef de l'État, c'est le seul problème du Togo. Pourquoi quand l'opposition organise une marche, que son parti aussi organise une marche pour discréditer ou bien semer du trouble dans la population. Donc, toute la question est à son niveau. C'est à lui de trancher tout le problème. Il ne peut pas faire les réformes. Donc, il va falloir utiliser les moyens forts pour les dégager. Chers amis, je crois que vous l'avez écouté, et chaque dimanche, les mots qui sont autorisés, qui sont acceptés, qui sont souhaités sur nos antennes, ce ne sont pas des mots qui tendent à demander à ce qu'on dégage quelqu'un. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va le dégager, mais vous l'avez quand même écouté, cet auditeur. Oui, en fait, disons que l'essentiel de son intervention porte sur le fait que le parti UNIR a annoncé une marche alors que les militants de l'opposition devaient déjà se retrouver dans les rues. C'est vrai que moi j'ai écouté le ministre Bawara et j'avais vraiment apprécié les termes, je le dis franchement, les termes de son intervention lorsqu'il parle de cohésion nationale, de paix, de préserver la paix, etc. C'est des mots qui sont importants à l'endroit des militants. Mais au-delà de cela, je me suis posé des questions. Un parti qui est au pouvoir, un gouvernement qui annonce 3 jours de marche, ce n'est pas un parti d'opposition. Donc, alors la marche est faite à l'endroit de qui, précisément? Et ensuite, demander aux citoyens, à supposer que vraiment on se dise c'est la paix, c'est la cohésion nationale, donc j'irai aux 3 journées de marche. En tant que citoyen, en tant que travailleur, cela veut dire que pendant 3 jours, on demande aux Togolais de cesser toute activité et de venir supporter le gouvernement dans son action. Donc, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions. Quels sont les objectifs réels qui ont amené le parti UNIR à demander aux citoyens togolais de se retrouver dans les rues durant 3 bonnes journées? Un autre auditeur, le 4e, allô? Bonjour, Pierrot. Bonjour. Taoufik. Oui, votre question. Bon, parce que les gens se prennent les mains pour les marches du siège passé là. Ils se sont sortis pour donner des communiqués, ils se sont promenés du radio à radio. Parce que l'opposition veut organiser une marche. Aujourd'hui, on annonce une marche de 3 jours de venir. Et on n'entend rien, il n'y a pas de révision de l'itinéraire. Est-ce que, bon, pour venir là, ils sont capables de passer partout, sans que personne, aucun ministre se charge les lois qui consistent à la marche, les lois qui consistent pour manifester. Ça ne suffit pas pour les militants de l'Union, on n'entend rien de ce côté, et puis l'opposition avait demandé une marche premièrement, et puis demandé une marche de 3 jours. Et personne ne dit rien pour leur marche, et puis on est là. Et on a aucun
nous sommes dans la crainte dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? Bien, mais... Bien, merci Taoufik. C'est vrai qu'on ne connaît pas les contours de la manifestation de UNI, notamment sur les itinéraires et les points de chute et compagnie. Je ne sais pas si vous avez des informations à ce propos. Non, moi personnellement, je n'ai aucune information et je ne fais pas de faux procès. J'imagine que apparemment les itinéraires demandés doivent avoir une correspondance avec la volonté de l'autorité administrative et que ça ne pose aucun problème. Il y a la liberté de manifestation. S'ils veulent manifester pendant 15 jours, moi je n'ai aucun souci là-dessus. C'est la liberté d'expression, la liberté de manifester. C'est bon. Maintenant, on va voir dans le concret si cela est normal, si cela ne fait pas deux poids, deux mesures, si cela est opportun, etc. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser après. Mais à l'heure actuelle, tant qu'on n'a pas l'itinéraire, nous, on ne peut pas se prononcer. Mais j'avoue que, comme le disait tout à l'heure David, ça me chagrine un peu qu'on puisse demander à cette jeunesse, alors que nous savons que nous avons tous un problème de développement économique, un problème de développement social, où on veut que les jeunes puissent aller travailler, qu'on leur demande 3 jours pour manifester, que de l'autre côté, l'opposition demande 2 jours. C'est pour ça que moi, ma phrase demeure. On peut faire économie de toutes ces marches si on fait les choses convenablement. Si aujourd'hui, on dit les réformes sont faites, l'opposition ne va plus faire cette manifestation. Donc, les jeunes peuvent aller travailler. Les jeunes ont besoin de travailler. Si aujourd'hui, on dit non-violence, pas d'intégrisme religieux, pas etc., je suppose que le pouvoir aussi ne va pas faire de marche et les gens vont travailler normalement. Et ça permettra à la population de ne pas avoir la psychose, la hantise de ces marches-là. Et donc, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, c'est vrai qu'il y a la liberté de manifestation, mais au-delà de cette liberté-là, on doit faire les choses pour éviter simplement ces marches-là. Et je le dis et je le redirai toujours. C'est qui votre auditeur? Allô? Oui, allô? Bonjour. Alors, bonjour. Oui, on vous appelle comment? C'est quand il y a depuis l'Angola. Oui, allez-y. Bonjour, cher invité. Bonjour. Bon, moi, j'aimerais intervenir et rebondir sur la question d'avant, celle de Taoufik. Et la question que moi je me pose souvent, c'est que lorsque l'opposition organise une marche, c'est à ce moment que l'Uni aussi se réveille et projette encore une marche sur la même date. Bon, si on prend le cas du 19 août passé, c'était le même scénario et finalement l'Uni a ce soir à sa marche. Et on a vu l'autorité expérimentée sur toutes les pièces pour cela de menace à l'égard du CNP. Voilà encore un groupement de partis politiques qui vient de lancer encore des marches sur 2 jours et unir aussi en fait de même. Bon, ce n'est pas le même scénario qui s'est passé le 19 et qu'on va assister encore la semaine prochaine. Cela doit interpeller la société civile. Et j'aimerais interpeller la société civile et les autres unis à interpeller le gouvernement et à revoir et tout ça là pour aller à un apaisement. Et voilà mon inquiétude. Bien, merci. Merci. Oui, justement, nous nous sentons tellement interpellés que nous avons décidé en tant que société civile d'abord de faire une déclaration et, comme Spiro l'avait dit, de rencontrer certaines personnalités, de rencontrer des leaders d'opinion pour faire en sorte que les choses puissent se calmer, les obstacles puissent disparaître, les obstacles qui peuvent conduire vers un apaisement de la situation. Et je vous assure, monsieur, que vraiment, en tant que société civile, nous nous sentons totalement interpellés. En tant que citoyens, nous voulons faire quelque chose pour que le calme puisse revenir et surtout qu'il y ait un apaisement à tous les niveaux. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Monsieur Eto, j'appelle de Akoué. Oui, allez-y. Oui. En fait, je voulais intervenir par rapport à ce qui se passe ces derniers moments. Et je vais vous raconter quelque chose. Hier, j'étais avec un vieux de Aplaou
c'est un Ghanéen. Et il me disait, tout ce qu'on fait naturel, il y a trop de drogue fourrée chez nous, là, ça me boue. Donc, est-ce que le bon sens existe encore autour? Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Je ne sais pas, est-ce que le bon sens est encore partagé dans ce pays-là? Parce que, au niveau de le compas vraiment, je voudrais demander à M. Spiro qui est avec vous. Est-ce que selon lui, est-ce que la vision de nos dirigeants, est-ce que c'est de faire progresser ce pays-là dans la paix où, je ne sais pas, c'est de répondre au tac au tac. C'est valable pour l'autre côté également. Merci. Bien, merci. Oui, je crois que dès lors que lui-même se demande si nous avons encore du bon sens, c'est que nous avons du bon sens. Parce qu'il faut avoir du bon sens pour se demander si on a du bon sens. Lorsque les choses ne vont pas correctement. Et je crois qu'au Togo, nous avons le bon sens. Mais il y a trop de calculs politiques qui font que malheureusement, nous n'avançons pas. Et c'est tout à fait normal que, si, je l'ai dit tantôt, si on doit passer toute une semaine à faire des marches, ça ne relève pas que nous avons envie de développer ce pays. Et au moment où on compte sur cette jeunesse-là pour bâtir, on l'envoie dans la rue pour faire des marches. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on n'a pas pris les bonnes mesures. Il faut que le chef de l'État dise aujourd'hui ou demain, fasse un discours, accepte de faire les réformes, lance les réformes et qu'on passe à autre chose. Et qu'on demande à ces jeunes-là, par exemple, de sortir le week-end pour balayer, ou alors qu'on nous demande à nous tous de sortir pour faire quelque chose de constructif que de faire des réclamations. Mais n'oublions pas que la manifestation est une liberté et qu'elle est parfois très constructive lorsqu'elle prône des valeurs qui sont bien. Mais à l'état actuel, j'avoue que je suis un peu consterné par les 5 jours ou les 3 jours de marche, comme on voudrait, les 5 marches en 3 jours qu'on voudrait nous organiser. Ouais, allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, c'est un bon collègue. Oui. Bonjour à nos invités. Bonjour. Oui, et moi je voudrais que vous nous expliquiez le comportement de ce pouvoir-là, à vouloir organiser les marches aux mêmes dates et heures que l'opposition. Ils attendent, comme l'a dit Kaïd tout à l'heure là. Expliquez-moi un peu ce comportement-là. Est-ce que veut réellement ce pouvoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ne pensez-vous pas qu'à force de refuser d'opérer les réformes, ici et maintenant, les revendications des forces de l'opposition peuvent évoluer et changer autrement, comme par exemple la démission pure et simple du chef de l'État? Et pour finir, j'en appelle à la sagesse républicaine et citoyenne de l'opposition à sursoir à ces manifestations, c'est-à-dire des 30 et 31, en attendant de réfléchir à autre chose. Je vous remercie. Bancolé. Oui. Oui, est-ce que vous avez des précisions sur la manifestation du pouvoir, puisque vous aviez dit qu'elle va avoir lieu les mêmes jours, les mêmes dates? Est-ce que vous connaissez les horaires? Comme l'a dit Kanjek, c'est connu de tout le monde que le pouvoir attend que ce soit l'opposition qui appelle aux manifestations et il se jette dedans. C'est-à-dire, je voudrais que vous invitez, ils comprennent bien ce que je pose comme problématique. Ok. Le comportement du pouvoir a toujours allé dans ce sens-là. Ok. C'est sur la quoi je voulais en venir. Quoi. Bien, merci. En fait, moi, je pose la question tout simplement parce qu'on ne sait pas si le pouvoir va organiser ces manifestations dans l'après-midi, en fait, puisque pour l'instant, personne ne sait véritablement quand, surtout en termes d'horaire, quand est-ce que ces manifestations vont avoir lieu. Voilà. Bon, je crois que habituellement, ce que la loi nous dit, c'est que les manifestations ne peuvent pas avoir lieu avant 6 h du matin, ne peuvent pas avoir lieu après 18 h, je crois. Et donc, ça va être dans cette tranche-là, mais à quelle heure ça va commencer, moi, je n'ai pas d'informations. Qu'est-ce qui motive? Je n'ai pas suffisamment d'informations, par contre, mais j'aurais appris, selon les banderoles qui passaient sur les réseaux sociaux, que c'est pour dénoncer l'intégrisme, pour dénoncer la violence, etc. Bon. Je pense que c'est des valeurs pour lesquelles on peut faire des actions. Si on choisit de faire des marches, je dis, je ne suis pas pour, parce que les marches créent des psychoses dans la population togolaise. Est-ce qu'il n'y a pas un autre canal pour faire ça? Oui, il y en a.
Bon, de l'autre côté, je sais que l'opposition veut faire des marches pour obtenir les réformes. Est-ce que je suis pour? Pas forcément, parce qu'on peut passer par. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que ça a donné des résultats? Je pense qu'à chacun de tirer les leçons de ce qui se fait. Mais je crois humblement que le mieux serait que les réformes se fassent pour que nous soyons en paix au Togo. Bien, il a parlé de l'évolution éventuelle des revendications des forces de l'opposition. Oui, c'est vrai qu'on a entendu des discours tendant à confirmer la question de l'auditeur. Oui, en fait, ça c'est le jeu politique. Effectivement, on peut passer d'une revendication à une autre. Tout dépend du rapport de force, tout dépend du contexte. Moi, je suis de la société politique, je ne veux pas... de la société civile. Je suis de la société civile et je ne veux pas ici me mettre à la place des politiciens pour dire qu'il est temps de passer à une autre revendication ou pas. Alors, ce que je voudrais revenir un peu sur le problème des manifestations, puisqu'il s'interroge sur les raisons qui poussent aujourd'hui le gouvernement à demander à ses militants de descendre dans les rues pendant 3 jours. Et je l'avais dit tantôt, pour quel objectif? C'est la question qu'en tant que citoyen on se pose. Même si on avance le motif de préserver la paix, de dénoncer la violence, et moi je l'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec ce genre de discours, puisque c'est le discours de M. Barbara, je suis tout à fait d'accord avec ce genre de discours. Mais dans la matérialisation, c'est vrai qu'on reste dubitatif. 3 journées en pleine semaine, demandez aux travailleurs, parce que quand vous finissez une marche, vous êtes en sueur, vous êtes couvert de poussière et vous ne retournez pas travailler. Ça, même si c'est la même chose quand les militants de l'opposition aussi marchent. Absolument, c'est la même chose. Absolument, mais c'est ce que j'ai dit justement. Les militants de l'opposition, quand ils marchent, généralement, ils rentrent chez eux. Alors vous qui êtes au gouvernement, vous qui avez besoin de faire fructifier ce pays, de faire avancer le pays, vous n'allez pas bloquer les activités durant 3 jours. Non, est-ce que vous voulez dire que les militants de l'opposition, eux, ne travaillent pas? Généralement, lorsqu'on fait une marche, c'est qu'on a laissé ses activités professionnelles pour aller marcher. Non, en fait, oui, c'est quelque part dans votre développement, c'est un peu comme si les militants de l'opposition, eux, ils n'ont même pas de boulot. Non, non, je n'ai jamais voulu dire ça. Ce que je dis, c'est que lorsqu'un gouvernement appelle ses militants à descendre durant 3 journées en pleine semaine dans les rues, cela suppose que les travailleurs qui sont parmi... Est-ce que si les situations l'exigent, on ne peut pas le faire? Oui, mais justement, alors quel est l'objectif mis en avant? La préservation de la paix, la cohésion nationale, lutter contre l'intégrisme. Espero l'a dit. Est-ce que c'est le meilleur canal? 3 journées de marche, est-ce que c'est le meilleur moyen pour défendre ce symbole de la paix? C'est la question que nous, en tant que citoyens, on se pose, et c'est la question que l'auditeur a également posée. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Pierre. Didier, j'appelle Bézé. Bon, je voulais interpeller monsieur le docteur. C'est vrai que la question à téléphone n'a pas répondu. Bon, quelle interprétation ils font de l'émission des défenses de montagne militaire qui sont en train de bâtonner par les civils à la télévision togolaise? Il existe une différente télévision togolaise et puis les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils avaient pu protester au niveau de la télévision? Au même moment, le top caméraman qui a été bâtonné, jeté comme un carreau dans la rue, n'ont pas monté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui ne va pas au Togo? Je vous remercie. Bien, merci pour votre interrogation. Je ne sais pas qui veut réagir. En fait, il a interpellé... Oui, c'est vrai que j'étais effectivement sur Nana FM et la question avait été posée. Et donc l'auditeur insiste pour dire qu'il avait déjà posé la question et qu'il n'avait pas eu de réponse. Je crois que je rejoins un peu son inquiétude. La télévision nationale devrait, plus que toutes les autres télévisions, faire attention aux images qui sont montrées, qui sont diffusées, et faire attention aux messages qui sont diffusés. Vous savez, quand vous avez une parole qui sort de la bouche, c'est impossible de la faire retourner dans la bouche. De la même manière, lorsque les yeux ont vu des images sur une télévision, c'est difficile d'effacer ensuite ces images de la tête des gens. Et je comprends tout à fait son inquiétude. Alors, il voulait savoir si, en tant que société civile, nous avons, de façon officielle, adressé un courrier à la télévision nationale. En tout cas, pour ce qui concerne mon organisation, cela n'a pas été fait. Mais en tant que citoyen, j'ai vraiment été surpris, désagréablement surpris, de voir la télévision nationale togolaise montrer ce genre d'image. Je suis d'accord avec vous, monsieur.
Oui, moi je pense qu'il y a tout un travail qu'on doit faire au niveau de nos médias pour ménager un peu la susceptibilité, l'équilibre mental de nos citoyens en montrant un certain nombre de choses, en disant un certain nombre de choses, en faisant le reportage sur un certain nombre de choses. Ce qui est plus simple, c'est de rester dans la vérité et de voir. Normalement, on doit toujours dire la vérité. Je fais allusion, par exemple, à certains événements et lorsqu'on les transmet sur les chaînes locales, surtout sur la TVT, ça ne donne pas la même chose que quand on voit ça à l'extérieur. Quand vous prenez les manifestations, la coloration, l'interprétation qu'on a donnée là-dessus sur la TVT n'est pas la même chose que ce qu'on a eu sur TV5. Est-ce que ça veut dire que nos journalistes n'ont pas les mêmes compétences que ceux qui sont à l'extérieur? Ou aussi c'est ceux qui sont à l'extérieur qui font de la désinformation ou etc. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas une question de ligne éditoriale? Oui, mais même quand on doit avoir une ligne éditoriale, par respect pour celui qui suit l'information, surtout que c'est une chaîne nationale qui doit refléter la réalité, on doit faire attention pour qu'on ne change pas le contenu de ce qui doit être montré. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est comme une Oui, comme est votre question? Oui, j'ai 4 questions à vous. 4 questions, c'est énorme. Posez 2 questions, s'il vous plaît. Ah, ok. Je vais aller sur 2 questions principales. 85% des Togolais veulent des réformes. La diaspora, les ambassadeurs au Brésil. Et voilà, le mouvement uni veut protéger la Constitution qui maintient transit plus l'infini et le chef de l'État au pouvoir. Et là, on voyera dans la semaine qui va suivre des étudiants, des élèves, des citoyens malheureux pour 15 000 francs. Est-ce que ce n'est pas une manifestation de honte pour le mouvement uni? Première question. Deuxième question, le mouvement PNP a fait, comment dirais-je, fait peur au gouvernement pour le fait qu'il a puisé, bien à éclairer les militants du MINI qu'il a eu à son actif. Est-ce que c'est pas lui au bien aussi aux autres opposants d'aller travailler sur le terrain comme ici, comme Dumont Auré, pour avoir des militants prenant du MINI pour leur compte? Et je vais terminer avec... Oui, en fait, ça, c'est les 2 questions. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Vous venez de donner une information que nous n'avons pas sur la manifestation de l'UNI. Vous parlez de 15 000 francs. Vous avez eu cette information où? Oui, comment dirais-je, des militants de ce parti. C'est des militants qui vous ont dit qu'on leur a promis 15 000 francs? Ça fait 5 000 par jour, pas 3. Bah, en fait, c'est une information que nous venons d'avoir. En fait, nous, malheureusement, on n'est pas au courant, puisque justement, on évoquait la manifestation du pouvoir. En fait, vous venez de poser les 2 questions. Vous venez de poser 2 questions. Non, mais en fait, s'il vous plaît, laissez la possibilité à d'autres également de poser des questions. S'il vous plaît, malheureusement, on ne va pas perdre du temps autour de la dernière question. Réponse par rapport à sa première question. Oui, je pense que moi, je ne vais pas essayer de voir si on doit faire ou on ne doit pas faire. Ma position, je l'ai dit plusieurs fois, si on peut nous faire, on peut s'arranger pour nous éviter ces marches-là. Mais je reste convaincu que chacun essaie dans la mesure de ses moyens d'éveiller les consciences des citoyens, de faire passer des messages à Lomé, mais également à l'intérieur du pays. Nous avons vu depuis plusieurs années les anciens partis d'opposition, les anciens par l'âge, si vous le permettez, par rapport au PNP. Nous avons vu l'ANC, nous avons vu la CDPA récemment à Takpamé, et je crois que ce sont des activités normales de partis politiques. Il s'agit d'aller vers le citoyen, d'essayer de faire passer un message. Et généralement, quand le message passe, ça peut permettre effectivement de faire changer les mentalités et les consciences. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? À bonjour. Oui. Je salue les invités. Bonjour. Bon, je ne sais pas, au Togo, les choses sont faciles, mais toujours compliquées. Si le même moment que les 2 antagonistes, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir vont manifester ensemble, si le chef de l'État a déjà dit plus jamais ça dans mon pays, alors je
je ne sais pas là où on va. Hein? La seule personne, normalement vos responsabilités et vos pouvoirs, la seule personne qui a la clé pour ce problème, c'est le chef de l'État. Vous n'êtes que des simples représentants de la société civile. C'est lui seul qui peut décanter cette situation qui nous Togolais, parler aux Togolais, pour soumettre dans 8 jours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les réformes seront faites et tout le monde serait affecté. Je vous remercie. Bien, finalement, il n'a pas posé de questions, il a juste lancé un appel à l'endroit du chef de l'État. Donc, derrière lui, nous allons insérer un autre auditeur si on en a sur nos 2 numéros. Allô, bonjour. Bonjour. Oh, vous appelez comment? C'est M. Kolani Zéro. Kolani, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Mon inquiétude, aujourd'hui, vous avez posé cette question de savoir si la marche du PNP, lui et les ministres sont peut-être mal comportés en disant certaines choses. Mais en disant certaines vérités, on a dit qu'on a invité PNP pour venir discuter du changement d'itinéraire. Ils ne sont pas venus. C'est là où on les a imposé l'itinéraire. Ou bien vous le suivez, ou bien la marche n'existe pas. C'est ça le problème. Et puis en dehors de ça, on dit que la voie a été empruntée. L'autorité a dit nous ne voulons pas arriver à un point de non-retour. Il faut discuter les questions du TNP. C'est la dernière marche finale. Arriver au DCA, c'était pour faire la pression. C'est la promotion que nous avons eue. Monsieur Kolani. Excusez-moi, pourquoi le faire? Oui, mais en fait, monsieur Kolani. Oui, c'est des informations officielles du PNP? Oui, mais en fait, oui. Mais si les autres partis politiques font des marques, on les laisse. C'est pour on sait et les informations supplémentaires. Mais s'il n'y a pas de problème, c'est pour discuter dans ce pays. Il ne faut pas qu'on pense que c'était toujours de cette façon. Non, nous sommes tous des Togolais. Sinon, c'est inquiétant qu'on puisse permettre certains partis politiques de faire des marques et d'autres. Non, c'est pas bon. C'est comme les Togolais. Aujourd'hui, vous voyez les politiques, entre les quartiers, les politiques, les gens qui n'ont pas de ça. Mais il faut que quand même, un niveau, donner la position normale et claire. Si la population, les 2 marches n'allaient pas, la population, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que ce sur le parti du pouvoir, ce que l'opposition et les responsables, c'est l'intérêt personnel. Oui, mais monsieur Kolani, je vais vous arrêter. Pourquoi vous parlez d'irresponsable? Oui, mais en fait, oui, mais vous, monsieur Kolani, monsieur Kolani, s'il vous plaît, monsieur Kolani. Oui, vous êtes quelqu'un qui est connu dans ce pays. Vous ne pouvez pas traiter les autres d'irresponsables sur une antenne. Monsieur Pierrot, vous imaginez qu'on demande à la population de faire la marche de 30 en quel pays? Oui, mais ça, oui, je suis monsieur Kolani. Monsieur Kolani, oui, quand vous traitez les autres, vous êtes un acteur politique, moi je vous connais, et vous traitez les autres d'irresponsables, y compris ceux qui dirigent ce pays. Non, mais en fait, moi je vous pose une question. Est-ce que c'est... Ok, monsieur Kolani, je suis obligé de vous couper parce que, oui, je ne peux pas, je ne sais pas si vous cautionnez. Non, je pense que dans tous les cas, même avec un adversaire politique, il faut avoir une certaine courtoisie, une certaine décence pour ne pas utiliser un nombre de mots qui peuvent porter atteinte directement à sa personne. Les débats d'idées excluent forcément les engagements personnels. Maintenant, dans ce qu'il a dit, je pense que moi, ce que j'en tire, c'est qu'il y a trop de préjugés. Nous, au niveau de la société civile, on n'a pas eu à entendre qu'on allait faire la marche sur la présidence. Et même si c'était le cas, on a eu à entendre que c'est une marche pacifique. Et moi, je me maintiens à ce qui a été dit. Et je pense qu'au demeurant, si ce n'était même pas ça, l'autorité pouvait attirer l'attention des gens, de la population, de façon pacifique, sans invective à la radio. Maintenant, je crois que ce n'était pas normal non plus pour le PNP de ne pas avoir répondu à l'appel du gouvernement à discuter. Moi, je suis de la société civile, je pense que on ne peut jamais refuser le dialogue, on ne peut jamais refuser d'écouter l'autre. Donc, c'est la seule chose que je peux prendre dans ce qu'il a dit.
Le reste, je pense que je ne suis pas un acteur politique, je n'ai pas ces informations, je ne vais pas spéculer sur ce que je ne maîtrise pas. Et donc, je préfère le laisser... Mais il a dit quelque part, il vous invite à appeler les populations éventuellement à ne pas sortir manifester. Mais nous sommes de la société civile. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Les marches font partie de la liberté de manifestation. Je ne peux pas interdire aux gens. Je peux dire que j'ai peur quand on marche. Je peux dire qu'on peut éviter de faire les marches. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas faire la marche parce que faire une marche, ça signifie que ça correspond à l'aspiration de la personne. Si quelqu'un marche, en principe, normalement, c'est parce que celui qui lui a demandé, il est d'accord avec la personne. On ne marche pas pour le plaisir Mais même si c'est pour le plaisir, c'est que vous êtes d'accord pour faire plaisir à la personne. Mais moi, je ne veux pas dire aux gens de ne pas sortir. Moi, je dis simplement que les marches ne sont pas une bonne chose pour la psychose. Mais le reste, c'est chacun qui juge. Oui, je crois qu'il faut éviter les procès d'intention. Ça, c'est par rapport à la première partie de sa question. Il a peut-être eu des informations que nous n'avons pas, eues. Et pour ce qui concerne, en tout cas, notre organisation, nous en tenons à ce qui avait été officiellement annoncé par le PLP. Ensuite, pour ce qui concerne le refus ou le non-refus de participer à des discussions, je crois qu'il y a des dispositions légales qui demandent à un parti 5 jours avant la manifestation de le dire officiellement. Et je crois que le gouvernement doit être en mesure de réagir dans les 72 heures. Je ne sais pas si toutes ces dispositions ont été respectées ou pas. Ensuite, bien sûr, ce n'est pas le rôle de la société civile d'aller se mettre sur les médias pour demander aux citoyens de ne pas descendre pour exprimer leurs sentiments par rapport à une question. Un dernier auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pierre. Oui. Oui, Coco. Je salue les invités. Oui, bonjour. Je vais poser deux questions. La première est la voiture. En tant qu'acteur de la société civile, comment est-ce que vous définissez le rôle qui est déterminé à la société civile et quelle est vos relations? Pourquoi il y a trop d'organisations de société civile? Si je prends pour exemple l'élection présidentielle de 2015, à chaque élection, il y a un membre de la société civile qui est proche du pouvoir et l'autre proche de l'opposition. Et à la fin de chaque élection, est-ce que vous, à cause de la société civile, vous vous regroupez pour faire des observations à celui qui va vous présenter à la CENI au nom du peuple populaire et au nom de la société civile? Parce que lors de l'élection présidentielle de 2015, la société civile qui est dispose de l'opposition, c'est lui qui a questionné des mardis. Quand on dit que c'est proche de l'opposition qui signe des rapports, et c'est lui qui a été le rapporteur de la série, je parle du COPEC. Quelle est votre relation? Quelle relation existe entre vous et le COPEC? Secondo, chaque fois on dit que le président devrait demander à M. Espero, je pense qu'ils ont un membre de leur organisation qui a accompagné le HTU pour les travaux de purification. Et voilà, la semaine passée, l'honorable député Christophe Chao, on a demandé sur Victoire FM que voilà, les cérémonies qui sont faites et qu'on a encore des morts par balle dans notre pays. Quel est le sens de cette cérémonie qui répondait que les cérémonies sont faites pour l'avenir? Donc je veux demander à M. Spero, eux qui ont accompagné le HTU, quel est le but de la cérémonie qu'on a organisée vraiment? Bien, merci. Il nous reste 5 minutes, donc brièvement pour les réponses. Je pense que les deux questions sont très très importantes, mais trop longues à expliquer. Il faut aller posément pour le faire comprendre et malheureusement on n'a pas ce temps-là. Cependant, je tiens à préciser que le CACIT n'a pas accompagné le HCRUN. Le CACIT accompagne les victimes. Et nous n'avons pas accompagné le HCRUN pour faire les purifications. La preuve, personnellement, en tant que président du CACIT, j'ai eu à faire plusieurs interventions pour montrer l'inopportunité de cette cérémonie de purification. Et ça, on peut retrouver ça un peu partout. Maintenant, si quelqu'un qui travaille pour nous a des activités personnelles qui lui font faire un certain nombre de choses, on ne peut pas l'empêcher également
C'est une question de conviction personnelle. Au CACIT, notre position, c'est que les purifications ne sont pas opportunes. Il y a d'autres choses à faire avant. Maintenant, en ce qui concerne cette cérémonie de purification, tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'elle n'a pas servi à grand chose. Et donc, heureusement que ça conforte ce que nous avions eu à dire. La première question, je pense que c'était... Le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile. Au lendemain des élections, chacun est libre de dire un certain nombre de choses. Nous, notre rôle au niveau de la plateforme citoyenne justice et vérité à l'époque, c'était d'œuvrer pour la non-violence. Et nous avons fait pour éviter les blessures, les confrontations. Et nous avons fait un rapport en ce sens-là. Notre rapport n'avait pas consisté à dire si les élections ont été transparentes ou pas. Ça, chaque association avait sa spécificité. Les sociétés, les associations de la société civile sont par thématique. Il y en a qui sont dans les développements, il y en a qui sont dans les droits de l'homme, il y en a qui sont dans les accompagnements électoraux. Donc chacun dans sa spécificité fait son action. Nous allons terminer cette émission sur quelque chose qui participe aujourd'hui au quotidien des Togolais. C'est WhatsApp, c'est Facebook, et vous avez constaté avec moi qu'il y a beaucoup de dérives sur ces nouveaux médias. Et qu'est-ce que vous voulez dire actuellement à ceux qui nous écoutent par rapport à leur utilisation au quotidien de ces médias-là en période de crise? Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux sont des canaux de diffusion de l'information, mais également vous pouvez avoir beaucoup de désinformations qui circulent par ces canaux. Chacun doit prendre ses responsabilités. Vous prenez sur vous d'envoyer une image, d'envoyer un message, d'envoyer un son qui peut être perturbateur, mais vous vous dites, bon, c'est juste peut-être pour amuser la galerie, alors que derrière, cela peut susciter beaucoup d'émoi, beaucoup de violence, beaucoup de désagréments pour la nation. Et donc, faites attention, chacun doit prendre ses responsabilités. Quand on décide d'envoyer un message à l'ensemble de la nation, on doit se dire, en tant que citoyen, en tant que patriote, qu'on veut construire quelque chose de positif et non pas détruire. Et donc, moi, s'il y a un appel à lancer, c'est celui-là. À chaque fois que je prends mon portable et que je décide d'envoyer un message qui risque de passer dans plusieurs canaux, je me dis, c'est un message qui doit me permettre, en tant que Togolais, de construire quelque chose pour que tout citoyen, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sente heureux et fier d'être Togolais. Spiro Maoulé. Je pense que les gens n'imaginent pas forcément la portée des médias, que ce soit les réseaux sociaux ou pas. Il y a une jeune fille aux États-Unis qui s'est suicidée tout simplement parce qu'on a publié une image fausse sur elle et que ses parents l'ont grondée. Il y a eu plusieurs cas comme ça où les gens meurent ou se donnent la mort parce qu'il y a eu des informations, des désinformations sur les médias sociaux. David a dit tout à l'heure, quand la parole sort de la bouche, on ne peut plus la rattraper. Et donc, je demande à tout un chacun de ne pas prendre les réseaux sociaux comme un outil d'amusement. Quand vous publiez une information, que ce soit sur Facebook ou que ce soit par WhatsApp, le nombre de personnes qui reçoivent cette information n'est pas imaginable. Et donc, il vaut mieux s'abstenir. Quand ce que vous allez dire n'est pas constructif, quand ce que vous allez dire n'est pas véridique, il vaut mieux vous abstenir, sinon vous tuez des gens sans le savoir. Bien, merci au professeur David Dossé des universités sociales du Togo. Merci à Maoulé Spero de CACIT Togo. Cette émission, elle s'achève. Elle a été mise en onde par Venceslas Boga Koudeur. Je suis Pierrot Atiobé. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 19h. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.